Bonjour et bienvenue pour cette matinale du Lab Santé organisée par le Midi Libre. Ce Lab Santé qui va nous réunir ensemble tout au long de la matinée à travers 3 tables rondes. Alors, le thème de cette matinale, c'est le cancer. En France, les cancers représentent la première cause de décès chez l'homme, la deuxième chez la femme. On estime à peu près chaque année à 380 000 le nombre de nouveaux cas de cancer. Et chez l'homme, les principaux cancers sont la prostate, loin devant le cancer du poumon, le cancer colorectal. On reparlera de différents types de cancers. Le cancer du sein étant en tête chez la femme, mais le cancer colorectal, on le sait moins, est le deuxième cas le plus fréquent chez la femme. Alors notre matinée, je vous le disais, c'est 3 tables rondes. Ces 3 tables rondes, c'est dans un premier temps prévention et dépistage, les remparts indispensables, on va le voir, pour éviter la multiplication des cas de cancer. On parlera ensuite innovation. On va essayer de faire le tour de quelques-uns des traitements et aussi des progrès technologiques qui ont permis l'évolution en termes de diagnostic et de dépistage. Et puis la 3e table ronde, c'est la vie pendant la maladie, mais aussi la vie après la maladie, et on essaiera de voir comment cet accompagnement à travers les années s'est de plus en plus développé, prenant en charge au-delà des traitements spécifiques l'ensemble de ce qui concerne la vie du patient ou de celui qui a été patient. Voilà. Alors avant de débuter, je vous propose d'accueillir Marc Ichou, médecin spécialiste en oncologie digestive, professeur des universités et bien sûr directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier. Merci de l'accueillir. Merci. Marc Ichou, le 26 octobre 1923, naissait à Montpellier le Centre régional de lutte contre le cancer du sein à l'hôpital public suburbain, centenaire pour l'ICM. Et oui, la lutte contre le cancer à Montpellier a commencé il y a maintenant 100 ans par la création du Centre régional de lutte contre le cancer, qui était vraiment les prémices du centre anticancéreux, qui après ont eu un statut donné officiel par le général de Gaulle à la Libération en octobre 1945. Et donc cette année, nous allons célébrer un petit peu par de nombreux événements ces 100 ans de lutte contre le cancer à Montpellier, et puis bien sûr se projeter vers l'avenir. Et merci Amélie, parce que ce Lab Santé est le premier événement de ce centenaire. Il y en aura de nombreux autres, on vous les indiquera. Je peux déjà vous dire qu'en septembre aussi, dans le cadre du Monde Nouveau, il y aura aussi une journée consacrée notamment à la prévention, à la santé globale et à la prévention des cancers. Il y aura d'autres choses, dont un grand concert aussi pour les cancers des enfants le 29 novembre au Quorum. Donc beaucoup de manifestations. Très heureux aussi d'avoir à nos côtés le professeur Henri Pujol, qui est président d'honneur de ce centenaire, qui a beaucoup œuvré pour la lutte contre le cancer à Montpellier et au plan national. Vous le savez, est un des promoteurs du premier plan cancer, qui a été que l'Europe nous envie, parce que vraiment on va le voir tout au long en France, fait des progrès et une organisation tout à fait modèle pour la lutte contre le cancer. Et puis bien sûr très heureux d'accueillir Agnès Buzyn, qui a été une grande présidente de l'Institut national du cancer, et bien sûr une grande ministre de la Santé, mais elle est ici, je crois, surtout pour sa compétence en cancérologie, tout son parcours et tout ce qu'elle a fait au niveau de l'INCa et dans tout son parcours pour promouvoir la lutte contre le cancer, la prévention notamment, et tout ce qui est innovation. Je crois qu'on va en parler tout au long de cette matinée. Merci Marc Ichou. Restez avec nous justement. On va l'accueillir. Voilà. Agnès Buzyn, venez nous rejoindre, madame. Ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, vous êtes hématologue, professeur des universités et praticienne hospitalienne, et vous avez notamment dirigé l'Institut national du cancer. Marc Ichou en parlait. Alors, vous allez participer à la première table ronde, bien sûr, sur la prévention et le dépistage. Quand on vous a demandé si vous acceptiez d'être le grand témoin de cette matinale sur le cancer à Montpellier, vous avez tout de suite accepté. Oui, merci. C'est bon. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai accepté pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai déjà participé à des débats organisés par le Midi Libre et j'ai toujours trouvé la qualité de ces échanges vraiment excellente. Donc j'étais ravie de pouvoir participer de nouveau. Deuxièmement,
parce que l'invitation venait aussi de Montpellier, de Marc Ichou notamment. Montpellier, c'est un grand centre de lutte contre le cancer. Le professeur Pujol a été un très grand défenseur de la lutte contre le cancer avec le premier plan cancer. Et donc, je trouvais ça tout à fait légitime de répondre à cette invitation. Et la troisième raison, c'est parce que j'ai envie de faire passer des messages. Les messages, c'est que le cancer nous concerne tous. C'est une maladie qui fait peur. Et objectivement, aujourd'hui en France, on peut être fier des progrès accomplis. On peut être fier de l'accès aux soins, de la qualité des soins. On peut être fier de ce que les plans cancer ont pu apporter. Je crois que nous sommes vraiment pionniers en Europe et dans le monde pour l'accompagnement et l'accès aux soins pour les patients atteints de cancer. On va en parler toute la journée. Et donc, je veux faire passer ce message d'espoir. Il y a aujourd'hui plus de 2 millions de personnes qui vivent en France avec ou après un cancer. Ce chiffre va augmenter puisque de plus en plus de cancers guérissent. Et donc, nous sommes tous concernés et nous devons tous garder l'espoir d'une maladie soit qui se prolongerait longtemps avec des traitements innovants, soit qui guérit. Et ce message d'espoir, il est aussi lié au dynamisme de la recherche et de la recherche française en cancérologie, qui est considérée comme la deuxième au monde après les États-Unis. Donc voilà, beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Marc Ichou, je vais vous laisser rejoindre la salle. Agnès, restez avec nous. Madame la ministre, asseyez-vous. Voilà, parfait. Et je vous propose d'accueillir nos 3 autres intervenants de cette table ronde. Je vais leur demander de nous rejoindre pendant ce générique. Florence Cousson-Gély, Valérie Tchenfo et Angélique Beaubry. Merci. Alors, merci mesdames de m'avoir rejoint. Donc, je vais vous présenter d'abord le professeur Florence Cousson-Gély. Vous êtes directrice scientifique du centre Épidore. À vos côtés, nous avons Angélique Beaubry. Vous êtes gynécologue médicale avec une spécialisation en oncologie et vous travaillez au sein du service oncologie médicale à l'ICM. Et puis Valérie Tchenfo, vous êtes responsable du secteur prévention pour l'assurance maladie, la CPAM 34. Voilà, merci donc à toutes les 4. On va parler sur cette première table ronde prévention et dépistage, bien sûr. À l'heure actuelle, 30 à 50% des cancers peuvent être prévenus en évitant des facteurs de risque et en appliquant certaines stratégies préventives. On peut aussi réduire la charge du cancer grâce à une détection précoce et à un traitement, une prise en charge appropriée. C'est dire l'importance de la prévention et du dépistage. Agnès Buzyn, je voulais commencer avec vous parce que est-ce que vous avez noté une évolution au niveau international des politiques de prévention de santé? Merci de cette question. En réalité, il y a un grand mouvement aujourd'hui dans les politiques de santé en faveur de ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire une seule santé. La santé de la planète, la santé des animaux, la santé humaine sont profondément liées. Et avec des stratégies de prévention qui visent tous les secteurs de la société. Aujourd'hui, plus personne ne pense que la prévention, même pour les cancers, peut venir uniquement du discours médical. L'idée sous-jacente, c'est que la prévention et la promotion de la santé doivent faire partie de toutes les politiques publiques. L'aménagement de la ville, les transports, la qualité de la nourriture, la nutrition, la fin des pesticides, etc. Et donc en réalité, la prévention, pour qu'elle soit vraiment efficace, ça doit être une politique intergouvernementale, intersectorielle, et qui n'est plus réservée uniquement au ministre de la Santé. Alors justement, comment tout ça peut se mettre en place en termes d'information auprès du grand public, mais aussi en termes de dépistage? On va essayer de le voir. Vous réagirez bien sûr à l'intervention de chacune de nos intervenantes. Comme vous êtes grand témoin de notre matinée, je vais vous laisser plutôt venir vers moi et à chaque fois compléter, réagir, nous donner des informations sur cette politique publique
plus en amont et plus transversale qu'un seul ministère, on comprend bien à travers vos propos. Florence Cousson-Gély, vous êtes directrice scientifique d'Épidore, vous êtes aussi professeure de psychologie à l'université Paul Valéry, et vous dirigez donc ce service depuis 2012, un service de prévention primaire. Une partie des cancers sont dus à nos comportements, on le sait à peu près 40%. Quels sont les comportements sur lesquels on a une prise? Alors effectivement, on a 40% des cancers qui pourraient être évités et qui sont associés à des comportements. Alors le comportement numéro 1, c'est le tabac. Donc le tabac, c'est encore plus de 75 000 décès par an en France dus au tabac. Alors pas uniquement associé au cancer, on est plutôt autour de 49 000 cas. Donc voilà, numéro 1, le tabac. Malheureusement, on est encore un pays en France où on fume beaucoup, même s'il y a eu des progrès, avec notamment la campagne Moi sans tabac, qui a quand même eu des effets et qui encore a des effets. Mais on voit bien qu'avec le Covid, le confinement, malheureusement, on a à nouveau une petite augmentation du nombre de fumeurs quotidiens. Donc le tabac, numéro 1. Numéro 2, c'est l'alcool. C'est un peu moins connu, mais effectivement, l'alcool est un facteur de risque de cancer. Donc avec là aussi beaucoup de cas de cancer qui sont associés à l'alcool. Et quand on pense alcool, c'est même juste même le fait de boire un verre d'alcool, malheureusement, ça augmente les risques de cancer. Et c'est pas que l'alcoolisme en fait qui est associé au risque de cancer. Après, on va voir tout ce qui est lié à l'obésité, la sédentarité, le manque d'activité physique. Et là, malheureusement, on a on a une vraie épidémie à l'heure actuelle en France. On a de plus en plus d'enfants qui souffrent de surpoids et d'obésité. Donc là, on a vraiment un chantier important. Alors là aussi, c'est associé au cancer, mais pas que au cancer. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est alimentation. On parlait aussi des pesticides, même si pour l'instant, on n'a pas encore des données très, très fiables, mais ça commence effectivement à être montré que les pesticides ont aussi un impact sur le développement de certains cancers, et notamment les cancers du sein. Et puis après, on va avoir le soleil, donc l'exposition aux UV est aussi évidemment un facteur de risque important dans les mélanomes, et en particulier les coups de soleil pendant l'enfance. Alors, on le voit, beaucoup de choses sur lesquelles on peut intervenir. Donc, la nécessité de faire passer le message, il y a beaucoup d'idées reçues aussi, de fausses idées reçues, justement. Alors, quelles actions est-ce que vous menez, vous, en termes de prévention, pour concrètement faire passer les bons messages ? Alors évidemment, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que la population française est quand même bien informée que le tabac est associé au cancer. J'ai l'alcool un petit peu moins, mais quand même, on a un bon niveau d'information en France. On a le baromètre cancer, d'ailleurs, qui est sorti hier. Donc on a à nouveau des chiffres et des données par rapport à ça. Et on sait bien que donner de l'information, bien sûr, c'est nécessaire. Il faut que la population soit informée, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et il faut effectivement essayer d'identifier les freins, les leviers qui font que... qu'est-ce qui fait que je sais que le tabac ou l'alcool est pas forcément très bon pour ma santé, mais qu'est-ce qui va me faire diminuer ma consommation de tabac, voire même m'empêcher de commencer à fumer. Donc ce que l'on fait à Épidore, depuis maintenant presque plus de 30 ans en fait, on développe des actions de prévention primaire à destination de la population générale, et en particulier on va cibler les jeunes, les enfants, les adolescents, puisque l'idée c'est d'avoir en fait des comportements favorables pour sa santé, et que c'est plus facile d'adopter des comportements favorables quand on est jeune que d'essayer de changer des habitudes qui sont parfois instaurées depuis des années et des années. Donc on mène effectivement des programmes de prévention, d'éducation à la santé. On a un partenariat très fort avec l'éducation nationale. Donc on va mener des actions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Je peux vous donner un exemple, oui j'ai le temps. C'est par exemple le Grand Défi Vivez Bougez, donc qui a un programme de promotion qui existe maintenant depuis 10 ans. On fête les 10 ans, alors on fête les 100 ans de l'ICM, mais on fête aussi les 10 ans du Grand Défi Vivez Bougez. On a plus de 23 000 enfants inscrits cette année dans ce programme. Et là, l'idée, c'est que pendant un mois, les enfants vont cumuler des cubes énergie. Un cube énergie, c'est égal à 15 minutes d'activité physique en continu. Il faut qu'ils fassent au moins 4 cubes énergie, puisque les recommandations, c'est de faire 1 heure d'activité physique par jour. Malheureusement, on a à peine 30% des enfants qui atteignent ces recommandations internationales. Et là, on a développé donc un programme avec l'éducation nationale, avec la DRJSCS, donc la Direction Générale Jeunesse et Sport, qui a changé maintenant de nom, et bien sûr avec l'Agence Régionale de Santé Occitanie, pour fédérer tous les acteurs, donc les enseignants, c'est un programme qui démarre de l'école, mais on fédère aussi les parents, puisqu'on a instauré une règle dans le Grand Défi qui est que si un enfant fait un cube énergie, s'il le fait avec papa et maman, on va cumuler les cubes énergie de papa-maman.
Donc les parents nous adorent depuis ce programme. Donc ils font de l'activité physique avec eux. On va inclure les clubs sportifs qui vont aider les enseignants à faire des événements Grand Défi pendant tout le mois du Grand Défi, puisque l'idée, comme le disait la ministre, c'est que on va essayer de toucher l'enfant dans tous ses domaines de vie. Et c'est aussi les communes qui vont être impliquées et qui vont jouer sur l'environnement de l'enfant. On va donner la possibilité aussi à l'enfant de faire de l'activité physique. Alors pourquoi un professeur de psychologie, est-ce que la psychologie va avoir un apport, un intérêt dans cette prévention et dans la transmission du message? Oui, je ne vais pas vous dire non. La psychologie, forcément, va avoir un intérêt parce qu'en psychologie, on développe beaucoup de modèles théoriques. Donc, quand je parle de modèles théoriques, c'est-à-dire qu'il y a des théoriciens, et puis on les a bien sûr mis à l'épreuve des faits, donc avec des recherches scientifiques, pour essayer d'identifier pourquoi un individu, effectivement, va changer son comportement ou ne va pas réussir à changer. On est vraiment sur des modèles de changement de comportement. Donc par rapport à la santé. Donc bien sûr, il faut avoir l'intention de changer, donc il faut qu'on soit un minimum motivé, mais cette motivation, elle va être aussi influencée par un certain nombre de leviers, de freins, de variables. C'est par exemple les attitudes. Si on a des attitudes favorables vis-à-vis de l'activité physique, c'est-à-dire si je pense que l'activité physique va me maintenir en bonne santé, si je trouve que c'est agréable de faire de l'activité physique, évidemment, je vais avoir plus tendance à pratiquer de l'activité physique. Donc déjà, d'en avoir l'intention et de pratiquer. Les normes sociales, on sait que c'est extrêmement important. C'est pour ça que le Grand Défi, c'est un programme qui démarre de l'école. C'est tous les enfants ensemble qui vont faire les cubes énergie. Donc là aussi, les normes sociales, c'est le fait que je perçois que mon entourage pratique de l'activité physique. Je perçois aussi que mon entourage va m'encourager. C'est pour ça qu'on a impliqué les parents également, pour qu'ils encouragent les enfants à faire de l'activité physique. Et puis, il y a un dernier levier qui, alors en psychologie, on appelle ça l'auto-efficacité, ou le sentiment d'auto-efficacité. C'est la confiance que j'ai, finalement, dans ma capacité à réaliser le comportement. C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable de faire de l'activité physique ? Et pour le Grand Défi, on explique aux enfants que l'activité physique, c'est pas le sport, que aller à pied à l'école, ça fait partie de l'activité physique. Et puis, on leur fait prendre conscience avec donc des séances qu'on a vraiment montées avec les enseignants, puisque à Épidore, on a aussi des enseignants qui travaillent avec nous, pour essayer effectivement de montrer aux enfants que c'est possible et qu'ils vont réussir finalement à adopter ce comportement. Voilà. Et donc, on fait aussi des recherches pour essayer, je suis aussi professeure de psychologie, donc on évalue, et ça, c'est vraiment aussi la particularité des programmes que l'on mène à Épidore en partenariat avec le laboratoire Epsilon à l'université, qui est, on va aussi évaluer l'efficacité de ces programmes au niveau du comportement, mais aussi de toutes les variables que j'ai citées. C'est est-ce qu'on arrive effectivement à modifier les attitudes, la confiance que j'ai à réaliser le comportement et les normes sociales. Oui, donc il y a une évaluation de l'impact de ces éléments psychologiques qui sont pris en charge. Justement, je voulais vous faire réagir, Agnès Buzyn, là-dessus, parce qu'on parle, finalement, c'est du marketing social, arriver à regarder les comportements et de voir comment on peut les influencer. Et parfois, il faut prendre des biais détournés. C'est vraiment ce qu'on a appris en 20 ans, c'est que les messages de prévention très généraux, le tabac tue ou l'alcool est mauvais pour la santé, ne fonctionnent pas. Et c'est là où intervient le marketing social dans les messages que l'on fait passer, notamment à l'Institut national du cancer, au ministère de la Santé. C'est comment on adresse un message ciblé pour une population ciblée. Évidemment, l'arrêt du tabac, le message ne sera pas le même pour un adolescent qui ne se projette pas dans une maladie. Donc on sera sur la dépendance, sur l'argent, ou chez les femmes qui ont peur de prendre du poids en arrêtant de fumer, ou chez les chômeurs qui fument énormément aujourd'hui. C'est un problème de société. Et donc, ces messages doivent être réfléchis, c'est là où la psychologie intervient, pour réussir à activer le bon levier dans une population. Et alors, ce qui est très amusant, je donne toujours cet exemple, aux États-Unis, en Californie, ils ont réussi une campagne d'arrêt du tabac chez les femmes extraordinaire en faisant prendre conscience aux femmes que le tabac abîmait la peau et favorisait les rides. Et les Californiennes étant très sensibles à leur aspect physique, elles ont arrêté de fumer. Et donc, je crois que la Californie, le taux de fumeurs chez les femmes est inférieur à 5%. On en est très, très loin en France. Voilà. Et c'est en ça que la psychologie intervient, évidemment. Alors, vous nous avez dit, vous évaluez, et donc on le voit, ça, en plus, on a avec cet exemple concret, on voit l'effet que ça peut avoir. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va rentrer
rentrer un peu plus dans le dépistage avec Angélique Beaubry, médecin gynécologue. Je le disais, avec cette spécialité oncologie, vous travaillez au sein du service donc oncologie médicale à l'ICM. On va parler dans un premier temps des cancers surtout féminins. On va parler du cancer du sein. Avec, on va essayer de donner quelques chiffres. Les chiffres, dans un premier temps, ça va être ceux de l'augmentation de l'incidence du cancer du sein. Est-ce qu'il y a une évolution justement ? Oui, donc sur l'incidence, donc on sait que ça touche à peu près une femme sur 8 en France, et on constate que cette incidence, elle continue d'augmenter dans le temps. On est de l'ordre de plus 1%. Et ça touche toutes les tranches d'âge. Alors c'est un petit peu plus vrai au-delà de 50 ans, mais les tranches d'âge les plus jeunes sont aussi concernées. Donc on a cette incidence qui continue d'augmenter. En parallèle, ce qui est positif, c'est qu'on a la mortalité qui a plutôt tendance à diminuer de moins 1,6% par an. Donc ça, c'est ce qui est positif. Ça reste un cancer qui est de très bon pronostic, mais voilà, par rapport à ce qu'on disait, on a quand même une augmentation de l'incidence qui se poursuit. Et avec une survie à 5 ans qui, là aussi, augmente. Oui, qui a tendance à augmenter. Donc si on prend tout stade confondu, on est à de l'ordre de 91% de survie à 5 ans, donc ça reste un bon pronostic. Et si on est dans des stades plus précoces, on est même au-delà des 95% de survie à 5 ans. Donc, est-ce que c'est dû à un meilleur dépistage ? Alors, tout dépend de quoi on parle. Oui. En effet. On suppose que l'augmentation de l'incidence, comme vous disiez, en fait, du nombre de cancers du sein est peut-être due à un meilleur dépistage. En tout cas, on peut dire que ça a pu y participer à un moment quand on a initié le dépistage, mais là, sur les dernières années, on a un taux de participation au dépistage qui reste constant, qui d'ailleurs n'est pas encore on va en reparler voilà. On va parler des chiffres, justement. Tout à fait. Qui donc reste constant alors que l'incidence continue d'augmenter. Donc on a plutôt tendance à penser que cette augmentation d'incidence, elle est plutôt liée aux modifications des modes de vie et à donc tous les facteurs qui ont déjà été cités précédemment et sur lesquels il faudrait agir. Je vous en prie. Et simplement par rapport au dépistage, en revanche, il peut participer plutôt à cette baisse de la mortalité. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a l'amélioration des traitements, mais voilà, on sait que dépister à un stage plus précoce, évidemment, va derrière impacter les traitements et la survie par la suite. Alors Valérie Tchao, en tant que responsable du secteur prévention de la CPAM, bien sûr, la CPAM travaille sur les dépistages organisés des cancers, avec des invitations à venir réaliser ces dépistages pour le cancer donc, du sein, col de l'utérus et colorectal. Quels sont les chiffres de taux de réalisation dans l'Hérault de ces dépistages ? Alors, donc, on va parler d'abord du cancer du sein, puisqu'on était là-dessus. Donc là, les données que je vais vous indiquer, c'est les données donc, de nos assurés donc, régime général. Et c'est tout dépistage, que ce soit le dépistage organisé ou le dépistage individuel. Donc actuellement, donc, dans l'Hérault, on est à un taux de dépistage sur le sein de 57%, ce qui représente 62 000 femmes non à jour sur leur dépistage. Donc c'est énorme, 62 000 femmes non à jour dans l'Hérault. Au niveau du col de l'utérus. Alors, on va y revenir après, si vous voulez bien. Juste, il y a une évolution. Vous me disiez, quand on en a discuté, avant la crise sanitaire. Exactement. Voilà. Donc, effectivement, on a perdu des points. Enfin, les femmes se sont fait beaucoup moins dépister pendant la crise sanitaire. Donc, on a nos taux qui ont chuté de plusieurs points. On remonte légèrement, mais on n'est pas encore arrivé au taux avant crise. Donc, aujourd'hui, en début 2023, on n'a pas réussi à rattraper la baisse qu'on a connue en 2020. 62 000 femmes non dépistées dans l'Hérault, ça paraît énorme, malgré ces invitations et malgré toutes les actions, on va le voir, qui sont mises en place. Angélique Beaubry, il y a aussi, alors il y a les dépistages individuels, aussi, il y a l'examen clinique. Parlez-nous de ces différentes étapes du dépistage. Donc différentes possibilités. Donc il y a le dépistage organisé. Donc celui-là, c'est celui pour lequel les femmes reçoivent une invitation. Donc c'est toutes les femmes entre 50 et 74 ans qui vont réaliser une mammographie tous les 2 ans. Donc voilà, elles reçoivent cette invitation, les listes des centres agréés, les passages des mammobiles. Et petite particularité de ce dépistage aussi, c'est qu'il y a une double lecture, donc par 2 radiologues, qui permet de trouver 5 cancers sur 100 dépistés à peu près sur cette 2e lecture.
En dehors de ce dépistage organisé, il va y avoir le dépistage individuel, donc c'est-à-dire là c'est la prescription de l'examen de mammographie par un médecin, qui va concerner plutôt des patientes qui sont en dehors de cette catégorie du dépistage organisé, soit parce qu'elles ont un surrisque génétique, familial, soit parce qu'elles sont simplement en dehors de la tranche d'âge, puisqu'on peut poursuivre aussi le dépistage, notamment au-delà de 74 ans, quand on est en bonne santé, il y a pas de, voilà, on peut le continuer. Et puis il y a l'examen clinique annuel. Et l'examen clinique annuel, voilà, qui est recommandé, on ne le sait pas toujours, mais c'est recommandé à partir de l'âge de 25 ans d'avoir un examen clinique annuel. Si on arrive à avoir un rendez-vous. Si on arrive, voilà, par un professionnel de santé, donc gynécologue, ça peut être médecin généraliste, sage-femme, voilà, ça donne des possibilités. Dans l'intervalle, on recommande l'autopalpation, mais voilà, qui n'est pas une méthode de dépistage Justement, recommandée. est-ce qu'il y a des freins ? Je pense en particulier à l'autopalpation. C'est des gestes qui ne sont pas encore passés dans les habitudes. Oui, alors tout à fait, ça on le constate bien quand on fait justement les campagnes de sensibilisation. On voit qu'il y a un vrai frein. Les femmes ont des réticences vraiment à en parler et à vouloir faire l'autopalpation. On sent une peur, une crainte finalement de trouver quelque chose. Il y a vraiment une crainte autour de ce diagnostic. C'est vrai aussi pour le dépistage en lui-même, mais c'est vrai aussi pour la réalisation de l'examen clinique, l'autopalpation. Donc voilà, il y a vraiment des freins sur la peur du diagnostic. Après, il y a d'autres freins au dépistage, bien sûr, notamment, on le sait, la précarité. Les populations les plus précaires se font moins dépister. Des fois, c'est aussi la peur de la douleur de l'examen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent freiner le dépistage. Et après, il reste aussi parfois les difficultés d'accès aux soins, comme vous le disiez, les rendez-vous, pas toujours si évident à Alors, on va parler ensuite des actions qui sont menées justement pour aller au plus près de la population. Pour vous, comment on pourrait améliorer ce dépistage, Angélique ? Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui passent autour de l'information. C'est d'informer, de sensibiliser la population. Il y a déjà beaucoup de campagnes. C'est vrai que ouvertes au grand public, il y a Octobre Rose. C'est important d'aller encore au plus près des gens, notamment des populations qui ne se font pas dépister, et de bien expliquer l'intérêt de ce dépistage, qui ça concerne, de rassurer aussi, de dire que la plupart des examens, heureusement aussi, sont normaux, mais que l'objectif, c'est aussi d'aller trouver une maladie qui soit la plus précoce possible. Le dépistage organisé, les dépistages radiologiques, c'est quand même d'aller chercher une maladie qui n'est pas encore cliniquement parlante, donc vraiment un stade très précoce, qui va derrière indiquer des traitements moins lourds et un taux de guérison encore meilleur. Voilà, donc de rassurer aussi sur toute cette prise en charge. Vous vouliez réagir, Agnès Buzyn ? Oui, parce que c'est un problème de confiance. Il y a beaucoup de désinformation autour des dépistages, il y a la peur, il y a la méconnaissance de l'intérêt. Et à l'Institut national du cancer, il y a 10 ans, quand je le présidais, on avait fait une étude et on s'était rendu compte que quand l'information venait du médecin généraliste, c'est-à-dire d'une relation médecin-malade privilégiée avec une vraie relation de confiance, ça enclenchait le fait de se soumettre au dépistage. Et vu le manque de médecins aujourd'hui dans notre pays, j'ai essayé, quand j'étais ministre notamment, de faire en sorte que tous ces messages de prévention primaire ou secondaire, c'est-à-dire des dépistages, puissent être donnés par d'autres professionnels de santé, pas seulement par le médecin généraliste, par le pharmacien, qui peut distribuer des tests de dépistage du cancer colorectal, par exemple, par une infirmière, par des masseurs kinésithérapeutes, parce que ce sont des professionnels de santé, qu'ils ont un rôle à jouer dans la santé publique et que les gens leur font confiance. Et donc ça, je crois que ça doit être le grand changement de demain, les dépistages, la prévention, tous les soignants, quelle que soit leur profession, devraient pouvoir être impliqués. On oublie, par exemple, pour le cancer du sein ou du col de l'utérus, à quel point les sages-femmes peuvent être habilitées à faire un examen annuel et pas seulement des gynécologues, parce que c'est difficile d'accéder à un gynécologue parfois. Donc, surtout en secteur 2, dans beaucoup de départements, c'est un frein pour l'accès. Donc, aujourd'hui, essayons de déployer ces messages chez tous les soignants du territoire. Alors, on va poursuivre avec le cancer du col de l'utérus. Là aussi, une incidence peut-être, cette fois-ci, en diminution et qui actuellement stagne.
C'est ça, il y a une bonne diminution jusqu'en 2005 et depuis, on a un taux d'incidence qui reste constant, à peu près 3000 nouveaux cas par an de cancer du col de l'utérus en France. La mortalité a aussi connu une petite baisse, mais qui est aussi moins flagrante ces dernières années. Là, on est à tour de 1000-1100 décès par an en France liés au cancer du col de l'utérus. Et là, en quoi consiste le dépistage? Alors là, le dépistage, donc dans le cadre aussi qui bénéficie aussi d'un dépistage organisé, c'est la réalisation d'un frottis. Ce frottis, au départ, on fait 2 frottis à 1 an d'intervalle, et s'ils sont normaux, en fait, on passe à tous les 3 ans jusqu'à 30 ans, puis tous les 5 ans. Donc c'est entre 25 et 65 ans qu'on recommande ce dépistage. On va, à l'occasion de ce dépistage, rechercher les principaux papillomavirus qui sont responsables des cancers du col, et on va regarder s'il commence à y avoir déjà des lésions induites par ces papillomavirus sur le col, pour derrière mettre en place une surveillance adaptée ou éventuellement un traitement. Alors il y a eu 2 progrès sur la prévention de ce type de cancer-là. Oui. Ça a été d'un côté le dépistage avec le test HPV et puis la vaccination. Oui, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans ce domaine et qui sont très intéressants, très enthousiasmants même. Donc le premier pour le dépistage, c'est en effet la mise en place de ce test HPV, donc qui va détecter les principaux papillomavirus responsables notamment des cancers du col. Pour rappel, c'est important aussi de savoir que ça induit d'autres cancers, des cancers du canal anal, vaginal, vulvaire et de la sphère ORL. Donc ça nous aide aussi après de dépister ces autres localisations une fois qu'on a commencé sur le dépistage du cancer du col. Et donc ce test HPV nous permet d'augmenter la sensibilité de nos tests et nous permet d'avoir un suivi aussi plus adapté et plus rapproché des patientes qui sont porteuses chroniques de ces papillomavirus et qui sont les plus à risque de développer ces cancers. La deuxième grande évolution, comme vous disiez, c'est le vaccin. Donc, ce vaccin, il va couvrir les 9 souches de papillomavirus qui sont responsables de 90% des cancers du col, mais aussi, comme je disais, d'autres localisations de cancers induites par papillomavirus, et qui va aussi cibler des papillomavirus responsables de verrues génitales. Donc, c'est aussi important parce que ça peut être handicapant. Ce vaccin, il est recommandé maintenant pour les filles et pour les garçons. Et pour les garçons, ouais, ouais. Très important de le souligner. Entre 11 et 14 ans pour un schéma à 2 doses. Et il y a un rattrapage possible entre 15 et 19 ans avec un schéma à 3 doses. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de le faire tôt, idéalement avant le début de la vie sexuelle. Voilà, et ça, le message passe bien par l'intermédiaire des pédiatres, et c'est important, ou des généralistes. On va dire un mot sur les chiffres, là aussi, oui. sur ce cancer du col de l'utérus. Alors, au niveau du cancer du col de l'utérus, toujours pour les assurés du régime général et les 2 types de dépistage, individuel et organisé, on est actuellement à 52% des femmes qui sont à jour de leur dépistage. Donc, ce qui nous fait 120 000 femmes non à jour dans l'Hérault. Donc, forcément, le chiffre est beaucoup plus gros que le sein, puisqu'on est sur la tranche d'âge 25-65 ans. D'où ce chiffre énorme de 120 000 femmes actuellement non dépistées sur le col de l'utérus. Alors, dans la caisse de l'Hérault, vous menez du coup des actions qui s'appellent « Aller vers ». Oui. Sur le territoire, sur les territoires qui sont sous-dépistés. On va en dire un mot de ces actions. Avec 2 choses, on parlera la journée de la santé des femmes et puis le contrat que vous avez passé avec la mairie de Montpellier et qui va cibler les quartiers, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Oui, en effet. Donc, on sait que les messages universels ne sont pas suffisants. Donc, à la Caisse de l'Hérault, depuis 2 ans, on mène des actions d'aller vers. Donc, on cible les territoires sous-dépistés ou sur une ville dans les quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. On va cibler les femmes non dépistées sur les 3 cancers et on va organiser des journées santé des femmes dans tout le département. Donc on va aller au plus près des femmes. On va les inviter par le biais d'un phoning. Donc mes équipes appellent ces femmes non dépistées sur les 3 cancers, donc le sein, le côlon et le col de l'utérus. Et on travaille en partenariat avec les professionnels de santé et les établissements de santé, également des associations. Et on organise une journée dépistage où en 30 minutes, la femme vient, réalise un frottis gratuitement,
une mammographie également gratuitement et bénéficie d'un entretien avec un médecin pour la remise du kit colorectal. Donc on l'accompagne à la réalisation de ces 3 dépistages en maximum 1 heure de temps. Toutes les autres femmes du territoire non dépistées sur au moins un cancer sont invitées par mail et elles peuvent venir à cette journée. Donc on est plusieurs stands, donc bien sûr l'assurance maladie, on a un stand prévention et un stand accès aux droits et aux soins, puisqu'on couvre l'accès aux droits, aux soins et à la prévention. Et on a des partenaires tels que la Ligue contre le cancer, le Centre des dépistages organisés, et on a bien sûr le Mammobile qui peut venir stationner sur le lieu de ces journées santé des femmes si l'établissement ne bénéficie pas d'un centre de radiologie agréé. Alors, lors de ces journées, vous faites en moyenne 80 mammographies, 60 frottis, 40 kits colorectales. Et là aussi, vous en faites 6 à 8 chaque année. Donc, vous allez vraiment au plus près. On va dire que c'est presque du cas par cas où vous allez téléphoner aux femmes. Vous ne vous êtes pas fait dépister, on vient près de chez vous. Enfin, toutes les possibilités vraiment Exactement. sont offertes. Donc, on va au plus près de chez elles pour éviter donc, les problématiques de déplacement. Et on leur prend des rendez-vous. Et également, ce qui est important de souligner, c'est la gratuité du frottis, puisque dans le dépistage organisé, c'est l'analyse du frottis par le laboratoire qui est prise en charge à 100%, mais le frottis n'est pas pris en charge à 100%. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on invite en priorité les femmes bénéficiaires de la C2S, c'est-à-dire la complémentaire santé gratuite. C'est pour nous un critère de précarité financière, en tout cas. Et donc, on se rend compte que les assurés de manière générale qui bénéficient de la C2S se font beaucoup moins dépister que le reste de la population. C'est ce qu'on disait, c'est réduire les inégalités sociales en santé. Donc, en priorité, on invite ces femmes-là et également les femmes qui n'ont pas de complémentaire santé. Et à cette occasion, les services de l'assurance maladie les aident à obtenir une complémentaire santé, en plus des dépistages. Vous vouliez réagir, Agnès Buzyn? Oui, je crois qu'il faut rappeler, je trouve vraiment l'action de la CEPAM remarquable. Il faut rappeler que le cancer du col de l'utérus est le cancer le plus inégalitaire en France et dans le monde. Le plus inégalitaire parce que ce sont les femmes les plus précaires qui, 1, n'accèdent pas au vaccin dans leur jeunesse et 2, ne font pas de frottis réguliers. Et donc en réalité, ce cancer est souvent diagnostiqué à des stades très tardifs chez des femmes extrêmement précaires. Donc cibler les personnes qui ont aujourd'hui la complémentaire santé solidaire, la C2S, c'est 10 millions de personnes aujourd'hui en France, c'est ce qui a remplacé la CMU, c'est vraiment le bon moyen de toucher ces femmes précaires et d'éviter cette inégalité fondamentale de la mortalité par cancer du col. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister et que je trouve remarquable, c'est qu'on parle trop souvent des cancers féminins et des dépistages des cancers féminins en parlant du col et du sein. Or, il y a 3 cancers féminins. Il y a le col, le sein et le colorectal. Ça concerne les femmes, c'est le 2e cancer chez la femme. Et donc, il ne faut pas oublier, quand on est même un gynécologue, j'imagine, de parler de ces 3 dépistages. Or, on parle souvent des 2, les médecins parlent souvent du col et du sein. Je trouve qu'il y a une erreur fondamentale parce qu'elles sont touchées autant que les garçons. Alors on va y venir justement à ce cancer colorectal. Je voulais avant redonner la parole à Angélique Baubry. Comment on peut améliorer ce dépistage encore ? Oui, là aussi, il y a beaucoup de choses. Ce qu'on disait, c'est l'accès déjà aux populations les plus précaires. Donc, c'est vrai que ces campagnes, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire que le frottis, c'est pas uniquement le gynécologue, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être les sages-femmes. Donc, plusieurs voies d'accès. De nouveau, c'est de bien reprendre les informations en lien avec ce dépistage, en quoi il consiste, comment il se déroule, le fait qu'on est dans une action qui est quand même de la prévention, puisque l'objectif, c'est déjà dans ce dépistage de trouver des lésions qui sont précancéreuses. Donc on agit quand même au stade avant d'avoir un cancer qui soit développé. Donc bien d'expliquer ça, qu'en prenant en charge ces lésions cancéreuses, on estime que c'est à peu près 32 000 lésions précancéreuses qu'on prend en charge chaque année. On évite, peut-être pas tout à fait autant, mais peut-être presque autant de cancers qui auraient pu se développer à partir de ces lésions précancéreuses. Donc c'est vraiment un point clé d'agir avant. Il y a des pays où on est arrivé à une couverture vaccinale incroyable, l'Australie, le Danemark, la Suède, 80% je crois. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Oui, donc là, après, c'est en dehors du dépistage, il y a aussi favoriser l'observance, la réalisation de ce vaccin. Les conséquences, on commence bien à les voir. Alors surtout les conséquences à court terme, c'est-à-dire dans un premier temps, le fait qu'en effet, dans ces populations,
population-là. On a une quasi-disparition de l'infection à papillomavirus pour les souches concernées par le vaccin. Et en conséquence, deuxième assez rapidement évaluable, c'est la diminution de ces lésions justement précancéreuses de l'ordre de 80-90%. Donc très, très encourageant. On voit aussi la diminution des lésions, comme je disais, les verrues génitales, etc. C'est aussi très important. Et on commence à avoir des données aussi sur l'impact sur le développement du cancer du col. Donc c'est vrai que c'est un peu le début, puisqu'on a à peu près une quinzaine d'années de recul. Et pour le cancer, l'histoire du cancer du col, c'est plutôt plusieurs dizaines d'années d'évolution. Mais déjà, on a des données qui sont sorties, notamment dans la population suédoise, où ils retrouvent un taux de diminution des cancers du col de l'utérus de l'ordre de 88% chez les jeunes filles qui sont vaccinées avant l'âge de 17 ans. Et donc ça, c'est vraiment important, puisque au contraire, dans la population vaccinée après 17 ans, on a une protection qui est moins bonne. Voilà, donc ça, c'est très, très encourageant et important à nouveau de rappeler qu'il faut faire ce vaccin assez précocement et qu'il est très... Enfin, les données d'efficacité sont vraiment excellentes. Ainsi que les données de sécurité. Je crois que c'est important de rappeler ça, puisqu'il y a beaucoup de freins à la vaccination par rapport à la peur des potentiels effets secondaires induits par le vaccin. Là, il y a plus de 458 millions de doses de ce vaccin qui ont été effectuées dans le monde, donc dans plus de 130 pays, avec un recul de 14-15 ans. Il n'y a pas d'effets secondaires graves notés et il n'y a pas d'augmentation d'incidence des maladies auto-immunes, comme on peut parfois le craindre. Donc on est à la fois optimiste et rassuré. Alors, Agnès Buzyn en a parlé. On va parler du cancer colorectal. On va donner des chiffres, là aussi, qui sont très inquiétants sur le dépistage de ce cancer. En effet, donc actuellement, on a un taux de dépistage de 23,5%. Donc effectivement, c'est très bas. Près de 8 personnes sur 10 ne sont pas à jour de leur dépistage colorectal. Donc comme ça concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, là on est à 168 000 personnes dans l'Hérault non dépistées sur le colorectal. Je suis sûre que si je me tourne vers la salle, toutes les personnes de 50 ans, il y en a peut-être la moitié qui ont passé 50 ans, qui n'ont pas fait ce dépistage. Ouais, il n'y a pas de réponse, mais Alors dans l'Hérault particulièrement, on fait partie donc des départements qui ont le taux le plus bas. Avec un dépistage qui est plus bas que la moyenne sur toute la France. Oui, on fait partie sur 102 caisses, on est à peu près 90e actuellement. Donc on a un taux particulièrement bas et on n'arrive pas, effectivement, il stagne également depuis de nombreuses années. Les freins. Les freins. Alors, on enlève les freins de la récupération du test, puisque désormais, les assurés peuvent le commander en ligne et également aller le retirer dans une pharmacie. Donc actuellement, on a 70% de nos pharmacies dans l'Hérault qui sont formées et qui peuvent délivrer des kits. Donc on attend d'approcher les 100%. Donc déjà, on lève le frein d'aller chez le médecin spécialement, donc prendre rendez-vous, payer la consultation. Donc on lève déjà ce frein. Les freins sont nombreux. Peur du résultat, comme pour tous les dépistages des cancers, et également la réalisation de ce test qui consiste à un prélèvement de sel qui malheureusement rebute beaucoup d'assurés. Donc ils sont conscients, ils veulent le faire, ils s'engagent, mais une fois qu'ils ont le kit chez eux, ils ne le réalisent pas, ils n'arrivent pas à passer le cap de le réaliser. Les mois passent, le kit périme, ils oublient. Ouais. Agnès Buzyn, il y a un trou dans la raquette, là. On le disait tout à l'heure, cancer colorectal, c'est vrai qu'on pense de prime abord les hommes à partir de 50 ans. Oui, parce que je pense qu'on ne communique pas suffisamment sur ce cancer. Je pense qu'il y avait quand même un frein majeur qui était qu'il fallait aller voir son médecin généraliste et parler de cela pour qu'il donne le kit. Tout le monde ne va pas chez son généraliste tous les ans à 50 ans, quand il n'y a pas de facteur de risque ou de maladie particulière. Donc ça, nous l'avons levé en donnant l'accessibilité aux tests en pharmacie. Au-delà de l'accessibilité, il faut que maintenant que tous les soignants, et je reviens sur mon idée que tous les professionnels de santé doivent s'impliquer dans les dépistages, il faut des informations régulières. Il faut, à chaque fois qu'on va chez un professionnel de santé, il faudrait que ce professionnel dise, au fait, est-ce que vous êtes à jour de vos dépistages ?
est-ce que vous avez fait le test? C'est très important de faire le test du cancer colorectal, etc. Et ce message régulièrement donné par une infirmière, par un pharmacien, etc., à la fin, réussira à imprégner l'esprit des gens. Aujourd'hui, on en est très loin. C'est vraiment un dépistage qui ne décolle pas depuis des années. Et pour moi, c'était vraiment dramatique. Enfin, Monsieur Ichou peut en parler mieux que moi. Oui, juste aussi une information, c'est qu'il y a aussi un progrès. C'est qu'avant, il fallait 3 prélèvements de sel. Maintenant, c'est juste un prélèvement de sel. Donc, c'est vraiment en fait très simple à faire. Et comme dit Agnès Buzyn, il faut vraiment faire passer le message en continu. Et peut-être l'erreur, ça a été de trop se fixer sur le médecin traitant, qui est tellement débordé actuellement. Et voilà, donc tous les professionnels. Et je pense les campagnes, bien sûr. Mais il faut vraiment qu'on passe le cap, parce que sinon, on peut se poser la question, à un moment donné, de l'utilité de mettre autant d'argent sur un dépistage de masse si on n'arrive pas à atteindre un minimum. Alors je crois qu'il faut au moins 45% de participation pour qu'il y ait vraiment un impact en santé publique. Sinon, on n'a pas cet impact. Donc là, je crois que les 2 ans qui viennent vont être, à mon avis, décisifs pour voir si on passe ce cap avec tout ce qui est fait ou si on ne le passe pas. À mon avis, si on ne le passe pas, il faudra se reposer la question de la méthode de dépistage. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à toutes les 4 pour cette première table ronde prévention et dépistage. Hop, ça sonne. Je vais vous laisser regagner la salle parce qu'on va enchaîner avec notre deuxième table ronde, innovation, recherche et avancée thérapeutique.